Bonjour tout le monde, je m'appelle Marina Argumedes-Charles, je suis professeure adjointe au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et il me fait grand plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour vous présenter le programme Prevent, Teach, Reinforce, ses multiples applications. J'aurais dû être avec vous en personne en ce moment, par contre, je suis demandée au département pour des activités pédagogiques. C'est pourquoi j'ai préenregistré la présentation d'aujourd'hui. Donc, le déroulement de la présentation, premièrement, je vais commencer par vous donner une définition comportementale de c'est quoi les comportements problématiques, mais c'est quoi aussi les impacts qu'ils ont et les interventions validées pour essayer de les diminuer. Ensuite, je vais vous présenter l'approche derrière le programme Prevent, Teach, Reinforce, qui est le soutien au comportement positif et le modèle pyramidal. Je vais vous présenter les principes sous-jacents au SCP. Ensuite, plus précisément, je vais vous présenter c'est quoi le Prevent, Teach, Reinforce, c'est quoi les caractéristiques du programme et les 5 étapes d'implantation avec les outils qui sont fournis pour pouvoir mener ces 5 étapes-là à terme. Et finalement, je vais avoir quelques remarques à partager avec vous. Donc, commençons. Les comportements problématiques, c'est quoi? Vous allez voir, je fais beaucoup référence à des enfants puisque les recherches que je mène avec mes collègues pour le programme Prevent, Teach, Reinforce sont majoritairement sur des enfants. Par contre, ce que je vous présente peut s'appliquer autant à des enfants avec diagnostic, sans diagnostic, qu'à des adultes aussi. Donc, premièrement, quand on parle de comportement problématique, on fait référence à tout comportement qui a une très haute fréquence, une haute intensité ou une durée très, très élevée et qui peut mettre la santé et la sécurité de la personne qui les émet en danger, mais aussi celle des personnes qui les entourent. Donc, par exemple, si c'est un enfant, on parle ici de ses parents, ses enseignants, éducateurs, etc. Ensuite, ce sont des comportements qui sont tellement intenses, tellement présents, qui peuvent avoir un impact sur le développement de l'enfant. Par exemple, l'enfant est tellement engagé dans des comportements problématiques qu'il ne pourra pas participer aux activités de la vie quotidienne. Donc, par exemple, être en classe pour apprendre, et ça va avoir un impact sur son développement. Et finalement, mais ça va vraiment diminuer la participation sociale de l'enfant, de la personne, puisque, comme je mentionnais, l'enfant pourrait être placé dans un milieu plus ségrégué, hein, un milieu où il y a un suivi plus un pour un, donc il va avoir moins l'occasion de faire des apprentissages sociaux, mais aussi de participer à la vie sociale comme une personne qui n'aimait pas de comportement problématique. Au niveau des exemples, on en connaît tous, hein, on en a déjà vu. On a donc l'agression, le fait de faire du mal aux autres personnes. On a aussi la destruction des biens, donc par exemple, déchirer des livres, détruire des objets comme des jouets. Ensuite, on peut faire référence au comportement d'opposition ou le non-respect des règles. On a les comportements d'automutilation où l'enfant ou la personne va se faire du mal à elle-même. Et finalement, on peut aussi entrer dans la grande catégorie des comportements problématiques, tous les comportements d'autostimulation. J'ai mis un astérisque à côté parce que c'est important de savoir qu'on ne vise pas à diminuer à 100% les comportements d'autostimulation dans tous les contextes, mais bien dans les contextes où la personne ou l'enfant est appelé à faire des apprentissages et que la haute fréquence des comportements d'autostimulation peut venir entraver ou diminuer le temps que la personne passe à émettre, à apprendre. C'est pour ça qu'on vise à la diminuer. Mais dans d'autres contextes où, par exemple, la personne a besoin d'émettre son comportement d'autostimulation pour s'autoréguler, par exemple, là, on va le laisser parce que ça a une fonction qui est quand même assez importante pour la personne. Donc, concrètement, les impacts des comportements problématiques chez la personne, chez l'enfant ou chez l'adulte qui les émet,
On peut voir que, comme mentionné précédemment, ça va avoir un impact sur son développement parce que l'enfant ne participe pas aux tâches habituelles qui peuvent justement faire en sorte qu'il apprenne. Ensuite, ça va avoir un impact sur son fonctionnement adaptatif dans la vie de tous les jours, hein, pas seulement dans les situations d'apprentissage, par exemple, dans les activités de la vie quotidienne, dans les activités où l'enfant a besoin de plus de surveillance, par exemple, pour pouvoir fonctionner en société. Et comme mentionné aussi précédemment, ça va avoir un impact sur l'intégration sociale de la personne ou de l'enfant qui va souvent avoir besoin d'être soit scolarisé ou dans un milieu de vie qui est beaucoup plus restrictif pour lui. On pense souvent que les comportements problématiques ont un impact pour les enfants ou la personne qui les émet, mais ça a aussi un impact sur les personnes qui sont autour de l'enfant ou de la personne qui émet les comportements problématiques. Donc, on parle à ce moment-là soit des enseignants, des parents, des pères, de la fratrie aussi. Donc, ce sont toutes des personnes qui peuvent être impactées de façon assez sérieuse là, si ils côtoient quelqu'un qui émet des comportements problématiques. Donc, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les personnes qui vivent, qui partagent la vie des enfants ou des personnes qui émettent des comportements problématiques, vivent un haut niveau de stress. Et ce haut niveau de stress-là, ben, va impacter leurs interactions avec l'enfant. Puis ça fait un peu une boucle, là. Donc, tu es plus stressé, tu interviens un peu moins bien et ça peut faire en sorte que ça provoque des comportements problématiques. Et là, on voit qu'il y a vraiment une loupe de contingence. Donc, au stress, on ajoute aussi d'autres problèmes de santé mentale, hein. On peut parler de troubles dépressifs, de troubles anxieux qui peuvent apparaître chez les personnes et même, des fois, des traumas. Et finalement, ben, c'est sûr que, de vivre dans un climat de peur ou dans un climat où on craint qu'une personne, nous agresse ou lance des objets ou, nous fasse du mal, c'est sûr que ça mène un climat, dans lequel la il peut y avoir un climat très négatif, un climat tendu et ça, à la longue, ben, ça va aussi peser lourd sur, l'entourage. Donc, vous voyez la réaction ici, de la personne, là, on peut se dire: «Mais quel casse-tête! Comment on fait pour, remédier à la situation?» Donc, au niveau des interventions validées, selon, la littérature, ce qu'on sait, c'est que pour intervenir au niveau des comportements problématiques, ce qui est recommandé, ce sont des interventions qui sont précoces. C'est-à-dire qu'on devrait intervenir le plus rapidement possible quand un comportement problématique survient. On sait par contre que dans la vraie vie, c'est pas toujours possible, hein. Donc, mais ce serait ce qu'on essayerait de viser, en fait. Ensuite, quand on essaye de diminuer un comportement problématique ou d'améliorer un comportement problématique, l'approche qui a reçu le plus de soutien empiriquement, c'est l'approche comportementale ou l'approche behaviorale. Puis quand on parle de ça, ben, on parle donc de regarder tous les aspects dans l'environnement qui peuvent expliquer pourquoi le comportement survient, puis qu'est-ce qui est en train de renforcer le comportement problématique. Ça veut dire en fait que l'intervention doit être fonctionnelle, donc basée sur la fonction du comportement. Par contre, le problème avec, ces beaux guides pour les interventions validées, c'est que c'est pas à la portée de tous, hein. On a besoin souvent d'une formation qui est très poussée pour être capable de mener des évaluations fonctionnelles qui sont valides et pour être capable de mettre en place, des interventions comportementales qui sont souvent complexes. Donc, c'est là qu'on s'est retrouvés en fait, à essayer de trouver des façons de, rendre ces interventions-là beaucoup plus accessibles aux gens pour que ces personnes-là soient capables de mettre en place les interventions sans nécessairement avoir besoin qu'un expert soit là toujours pour, les guider. Et c'est là
qui est apparu, en fait, parallèlement à l'analyse appliquée du comportement ou plus au behaviorisme. Euh, L'approche soutient au comportement positif et avec elle aussi le modèle pyramidal. Donc, vous voyez ici dans la présentation, il y a une pyramide avec différentes gradations d'intervention et c'est ce qui serait souhaitable en fait. Donc, ce qu'on viserait, c'est de toujours commencer par des interventions qui sont dites plus universelles et qu'ensuite, on intensifie les interventions selon les besoins des personnes si elles n'ont pas, si leurs comportements n'ont pas été répondus à l'aide des interventions du niveau universel. Plus précisément, donc, au bas de la pyramide, on a le niveau universel d'intervention. Et c'est là, par exemple, si on prend un milieu comme un milieu scolaire, on aurait des règles universelles pour tous les enfants, un ratio de 5 interventions positives pour une intervention négative. On miserait aussi sur des relations positives, autant entre le personnel que entre le personnel et les enfants, mais aussi avec les familles. Et on créerait un environnement prévisible, donc où on a un horaire, où on sait à quoi s'attendre dans notre journée, dans notre semaine. Quand on implante ça comme type d'intervention, on se retrouve habituellement à répondre aux besoins comportementaux d'environ 80 d'une population. Donc, par exemple, dans une école, on se retrouve à répondre environ à 80 des besoins comportementaux des élèves. Quand ce n'est pas suffisant, on peut ajouter le deuxième niveau et là, on va se retrouver avec des interventions qui sont un peu plus spécialisées, qui visent en fait un petit groupe d'enfants qui ont un même besoin ou un besoin semblable, ce qui fait qu'on peut répondre à leurs besoins en petits groupes et non pas en individuel. Et ce qu'on vise habituellement dans ces interventions-là, c'est une aide à l'autorégulation émotionnelle qui, elle, va ensuite aider à diminuer les comportements problématiques. On va avoir des stratégies d'enseignement et du matériel qui est ciblé et ça devrait répondre environ à 15 des élèves ou des enfants qui se retrouvent dans le milieu. Donc, vous voyez, déjà, le niveau universel répond à 80 Ensuite, on ajoute le niveau ciblé, 15 Il nous reste un 5 d'enfants ou de personnes pour lesquelles ces interventions-là ne sont pas suffisantes. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, les interventions qui sont intensives ou de troisième niveau. Et ce sont des interventions qui s'adressent aux enfants qui ont des comportements problématiques persistants, qui n'ont pas répondu aux interventions du niveau universel et du niveau ciblé. On parle à ce moment-là d'interventions qui sont intensives et individualisées, donc on n'a plus de situation d'intervention de groupe. On doit vraiment adresser les comportements problématiques à l'aide d'un plan d'intervention et ce plan d'intervention-là est unique à l'enfant. Et on recommande, bien sûr, d'avoir toujours un plan d'intervention qui est basé sur la fonction comportementale du comportement problématique. Et là, en fait, on se retrouve avec environ 5 des enfants pour lesquels les autres interventions n'ont pas réussi à diminuer le comportement problématique. Et on se retrouve aussi avec une intensification des interventions qui est vraiment beaucoup plus poussée et, comme je mentionnais avant, individualisée. Par contre, je vous ramène à ma réflexion de la diapositive d'avant. C'est pas évident dans les milieux toujours d'avoir les ressources nécessaires, autant en personnel qu'en temps, qu'en formation pour répondre à ces besoins des 5 des enfants pour lesquels les autres interventions n'ont pas eu d'effet. Et c'est pour ça qu'un programme comme Prevent Teach Reinforce a été inventé. J'y reviens un petit peu plus tard. Quand on parle du soutien au comportement positif ou du SCP, donc je vous ai présenté les différents niveaux d'intervention, il y a d'autres principes sous-jacents qui sont importants à connaître. Premièrement, c'est une approche globale d'intervention.
qui veut dire qu'on vise l'organisation de soutiens qui sont à la fois physiques, sociaux, éducatifs, biomédicaux ou logistiques. Donc, oui, on travaille au niveau du comportement, mais on travaille aussi au niveau biomédical, c'est-à-dire avec des experts plutôt du côté physique, de la santé, hein, des médecins. On peut travailler au niveau logistique avec de la technologie, par exemple. Au niveau social, avec les habiletés sociales, éducatifs, avec toutes les matières scolaires et des soutiens physiques ou tangibles là, dans l'environnement. Donc, on touche un peu à tout ça. Ensuite, nos objectifs, c'est sûr qu'ils vont être en lien avec les comportements problématiques, mais on ne veut pas juste diminuer les comportements problématiques. L'objectif ultime, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes et de leur entourage aussi. Donc, c'est pas juste de diminuer les comportements problématiques pour avoir des beaux graphiques qui nous disent que l'enfant ou la personne émet moins de comportements problématiques. On veut que ça ait un impact concret sur la qualité de vie de ces personnes-là et de leur entourage. On se base aussi du principe que tous les comportements sont appris. Et quand on parle de tous les comportements, même les comportements problématiques sont appris. Autant que on apprend à faire de la bicyclette, on apprend à lire, mais on apprend aussi à émettre des comportements problématiques. Et ça, c'est important de se rappeler de ça parce que souvent, on n'a pas intentionnellement enseigné un comportement problématique à une personne. Par contre, par la façon qu'on réagit ou par la façon que l'environnement répond au comportement problématique, bien, ça fait en sorte qu'on renforce ce comportement-là et qu'il a plus de probabilité de se reproduire dans le futur. Mais si, ce qui est important de savoir, c'est que si un comportement problématique peut être appris, on peut enseigner des comportements de remplacement. Ça veut dire que l'enfant ou la personne a la capacité de comprendre les contingences dans son environnement. Donc, on est capable de lui enseigner des comportements de remplacement. Et c'est ce qu'on va viser avec un programme comme le Prevent, Teach, Reinforce. D'autres principes sous-jacents, c'est important pour pouvoir bien intervenir de comprendre le comportement à 3 niveaux. Qu'est-ce qui le cause? Qu'est-ce qui déclenche le comportement problématique? C'est quoi la fonction? À quoi il sert? Mais aussi, c'est quoi les conséquences ou qu'est-ce qui le maintient? Et les conséquences peuvent être autant les réactions des autres personnes que ce que la personne obtient quand elle fait son comportement problématique. Aussi, on ne peut pas juste espérer diminuer un comportement problématique puis le remplacer par rien. Si la personne émet des comportements problématiques, ça veut dire que ça comble un besoin. Et nous, comme intervenants, on se doit de continuer à répondre à ce besoin-là, mais d'une façon prosociale ou adaptée. Toute intervention en soutien au comportement positif inclut un processus d'évaluation et d'intervention. C'est très important. On ne peut pas passer outre ces étapes-là, ce qui demande bien sûr une certaine spécialisation. Et finalement, bien, ça inclut à la fois des stratégies pour diminuer le comportement problématique, mais aussi des stratégies pour augmenter les comportements appropriés ou les comportements de remplacement. Finalement, ce qui est important aussi de savoir, c'est que toute décision qu'on va prendre est toujours basée sur les données. Donc, on va devoir prendre des données, voir si ce qu'on fait est en train de fonctionner. Et ensuite, si ça fonctionne, bien, on le voit dans nos graphiques et c'est suite à ces données-là qu'on va prendre des décisions. Est-ce qu'on continue de mettre en place le programme qu'on a planifié? Est-ce qu'on fait des changements? Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, en fait. C'est vraiment basé sur des données.
Donc, quand on pense à tous ces principes-là, c'est bien beau en théorie. Par contre, pour les actualiser dans la vraie vie, puis pour faire en sorte qu'on réponde vraiment aux besoins dans les milieux d'intervention, comme par exemple en milieu familial, en milieu scolaire ou en milieu de garde, mais on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une marche à suivre qui soit simple, qui soit aussi accessible au commun des mortels. On n'a pas toujours des spécialistes avec nous. Et c'est ça, entre autres, qui a motivé le professeur et docteur Glenn Dunlap, un professeur américain à l'Université de Reno, au Nevada, avec des collègues, à créer le programme Prevent, Teach, Reinforce. Donc, ce programme-là est un programme qui est une intervention comportementale, qui propose un processus d'intervention comportementale. C'est une méthode qui est standardisée parce qu'on suit toujours les mêmes 5 étapes, peu importe avec qui on implante le programme et peu importe le milieu avec lequel on est en train d'intervenir. C'est une approche qui est individualisée aussi parce qu'on fait en fait un plan d'intervention avec une évaluation très poussée pour un enfant en particulier, puis on ne peut pas reprendre le modèle qu'on utilisait avec un autre enfant pour intervenir avec un nouvel enfant. On doit toujours recommencer au départ et s'assurer qu'on évalue la réalité de l'enfant ou de la personne de façon très complète. C'est un programme aussi qui est intensif. Ça veut dire qu'on vise à réduire un comportement problématique en environ 3 mois, donc 12 semaines. C'est une approche qui est collaborative. Donc, je vous parlais tantôt de la difficulté qu'on a souvent à avoir des ressources, souvent des ressources humaines qui sont assez formées pour être capables d'aider les intervenants dans un milieu ou d'aider les parents dans une famille, par exemple. Alors, ce programme-là propose une approche collaborative dans laquelle, oui, il y a un expert en analyse appliquée du comportement et en soutien au comportement positif qui suit une équipe, mais l'équipe est aussi basée de personnes qui vivent dans le quotidien avec l'enfant ou avec la personne qui émet le comportement problématique. Donc, par exemple, on va avoir les enseignants, les éducateurs, mais aussi les parents. Et tout le monde collabore pour être en mesure de diminuer le comportement problématique. Chacun a son expertise, bien sûr. Donc, l'expert en soutien au comportement positif et en analyse appliquée du comportement, bien, lui, il est responsable de vraiment s'assurer que toutes les interventions sont valides et que toutes les étapes sont bien respectées et que, par exemple, l'évaluation fonctionnelle respecte les principes comportementaux. Ensuite, ben, l'enseignant, c'est l'expert du milieu, c'est l'expert de l'enfant aussi. Ils les connaissent, ils savent, ils savent qu'est-ce que l'enfant préfère, qu'est-ce que l'enfant n'aime pas. Et ça prend ce niveau de connaissance des deux parts pour être capable de mettre en place et de planifier un programme d'intervention qui est vraiment adapté et individualisé à l'enfant. Ensuite, le programme Prevent, Teach, Reinforce, c'est basé sur les meilleures pratiques en soutien au comportement positif ou en Positive Behavior Support en anglais, mais aussi en analyse appliquée du comportement. Ce qui veut dire que on va évaluer la fonction du comportement et on va proposer un comportement de remplacement aussi au comportement problématique. C'est un programme, peu importe dans quelle forme on l'applique, qui vient avec une banque d'outils simple et complet. Donc, on achète par exemple le manuel une seule fois et ensuite on peut réimprimer les outils d'intervention autant de fois qu'on en a besoin pour intervenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un programme pour lequel on n'a pas nécessairement besoin, en fait, on ne doit pas retirer l'enfant de son milieu naturel pour intervenir. Donc, l'enfant continue à participer
dans ces environnements qui lui permettent de continuer à bien se développer puis qui lui permettent de bien s'actualiser dans la vie de tous les jours. Peu importe le modèle qu'on est en train avec lequel on est en train d'implanter, il y a toujours les 3 mêmes objectifs, c'est-à-dire diminuer l'occurrence des comportements problématiques, augmenter l'occurrence des comportements alternatifs et aussi augmenter le temps d'engagement dans les tâches. Donc, par exemple, si c'est dans l'école, si les comportements problématiques sont à l'école, mais on veut que l'enfant participe à sa journée de classe de façon optimale. Si c'est à la maison, mais on veut qu'il participe à la vie familiale, aux tâches quotidiennes, par exemple. Et si c'est en garderie, mais on veut que l'enfant participe aux activités d'apprentissage ou de jeu en milieu de garde. Donc, je vous parle des différents milieux dans lesquels on peut intervenir depuis tantôt. En fait, c'est qu'il existe 3 différentes versions du Preventage Reinforce. Donc, la première, c'est vraiment un modèle qui a été bâti pour intervenir en milieu scolaire. Donc, à partir du primaire et du secondaire, en milieu scolaire régulier, pas besoin d'être un milieu scolaire spécialisé. Et ce modèle-là est sorti en 2010, a été réédité pour une 2e édition en 2018. Donc, c'est la première mouture qui est sortie. En faisant des évaluations donc, de ce programme-là, on s'est rendu compte que, bon, les enfants, les tout-petits, ont aussi des comportements problématiques, en les mettent aussi dans leur milieu. Mais ce programme-là, la première version, n'était pas nécessairement adaptée aux tout-petits. Donc, en 2013, est sortie la 2e version qui est le Preventage Reinforce pour les jeunes enfants. Et là, on est vraiment en train d'appliquer les mêmes principes, les mêmes étapes d'intervention à une réalité de petite enfance. Donc, les besoins des enfants ne sont pas les mêmes, les méthodes d'intervention ne sont pas nécessairement les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette version-là, elle est aussi utilisée pour les enfants qui ont des retards de développement ou qui vivent, par exemple, avec un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou en déficience intellectuelle. Donc, c'est dans cette mouture-là où on voit vraiment une certaine adaptation autant des méthodes d'enseignement que des interventions. Et finalement, en 2017, on a vu la 3e mouture du Preventage Reinforce qui est sortie et c'est le Preventage Reinforce pour les familles. Donc, on le sait que quand les enfants ont des comportements problématiques à la maison ou dans les milieux de garde, ben, ça se peut très bien qu'il y en ait aussi à la maison. Puis, les parents, ben, bien qu'ils soient les spécialistes de leur enfant, ne sont pas toujours outillés pour faire face à des comportements problématiques sérieux à la maison. Alors là, avec cette mouture-là, avec cette version-là du Preventage Reinforce, on se retrouve à pouvoir les aider à la maison à diminuer les comportements problématiques. Donc, peu importe quelle version du Preventage Reinforce vous mettez en place, on suit toujours les mêmes 5 étapes. Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit que c'était une approche qui était standardisée, mais c'est dans ces 5 étapes-là qu'on retrouve cette standardisation-là. Donc, la première étape, c'est toujours de former l'équipe, soit l'équipe école, soit l'équipe familiale ou l'équipe au milieu de garde. Dans l'équipe, il y a toujours un spécialiste en soutien au comportement positif ou en analyse appliquée du comportement. C'est ce qu'on appelle habituellement le coach ou le facilitateur qui est spécialisé en Preventage Reinforce. Ensuite, si on se retrouve en milieu scolaire, bien, on a bien sûr l'enseignant ou l'éducateur qui fait partie de l'équipe. Ça aide aussi d'avoir un membre de la direction pour justement être capable de répondre à des questions plus logistiques, hein, soit des locaux ou du matériel qu'on a besoin. Et
c'est toujours favorisé d'avoir un membre de la famille dans la formation de l'équipe école, surtout si on est au CPE ou si on est à l'école. Quand on l'implante à la maison, mais ça va de soi, l'intervenant, au lieu d'être l'enseignant ou l'éducateur, mais ça devient le parent. Ensuite, la deuxième étape, mais c'est là où on choisit les objectifs, mais on choisit aussi la méthode de collecte de données pour mesurer le comportement problématique et le comportement de remplacement. Donc, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on va prioriser les comportements problématiques parce qu'habituellement, ben, c'est très rare qu'un comportement problématique vienne seul, hein, ils viennent souvent en famille. Ensuite, on va identifier des comportements alternatifs ou des comportements de remplacement qui pourraient venir remplacer le comportement problématique. Et une fois qu'on a décidé sur quel comportement problématique on allait intervenir et qu'on a identifié un comportement alternatif de remplacement, mais là, on va discuter puis on va choisir la meilleure méthode de collecte de données pour prendre des données, pour savoir véritablement le comportement problématique est là, à quelle fréquence, à quelle intensité, avec quelle durée. Et ça nous permet de savoir c'est quoi notre objectif final aussi. Donc, est-ce qu'on vise à réduire complètement à zéro ou même si on réduit à 50%, ça va faire une grosse différence dans la vie de tout le monde. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape de l'évaluation de la fonction comportementale. Donc, c'est là qu'on va répondre à 3 questionnaires différents où on va premièrement évaluer les antécédents. Et c'est de là que vient dans le programme le nom de Prevent parce que quand on évalue les antécédents, on est en train d'essayer d'évaluer qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir l'apparition du comportement problématique. Ensuite, on a le questionnaire sur le comportement. Et là, on va essayer de voir c'est quoi la fonction du comportement. Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut enseigner comme nouvelle habileté à l'enfant ou à la personne pour venir diminuer ou remplacer le comportement problématique. Et finalement, ben, on a le questionnaire sur les conséquences ou le Reinforce. Et là, on évalue tout ce qu'on fait, comment on réagit habituellement au comportement problématique, mais aussi tout ce que l'enfant apprécie. C'est quoi les renforçateurs que l'enfant pourrait apprécier en vue de lui enseigner un comportement de remplacement. Et ça nous mène à l'élaboration de l'hypothèse comportementale. Donc, on va dire, ben, quand il se passe tel antécédent, alors l'enfant émet ce comportement problématique et en conséquence, il obtient telle ou telle chose. Et c'est là qu'on voit vraiment un résumé de toutes les informations qu'on a colligées à l'étape de l'évaluation de la fonction comportementale. Ensuite, ça nous amène à être capable de planifier et ensuite de mettre en place un plan d'intervention. Et pour rester toujours dans la même optique de Prevent, Teach, Reinforce, on va prendre l'information qu'on a collectée autant en antécédent qu'en comportement qu'en conséquence pour aller cibler au moins une intervention par composant. Donc, une intervention sur les antécédents, une intervention sur les comportements et une autre intervention sur les conséquences. On doit minimalement toujours en choisir au moins une. On n'a pas de limite. Ensuite, on peut en choisir 6 dans chacune, 2 dans chacune, une en antécédent, 2 en enseignement, puis 2 en conséquence. Ça va vraiment au niveau de la capacité de l'équipe. Mais il en faut au moins une dans chacune des composantes. C'est là aussi qu'on va coacher les personnes dans le milieu à intervenir. Donc, nous, comme experts, on est là pour coacher, mais on n'est pas là pour intervenir à la place d'eux. Et ça, c'est très important. On est en train de donner un pouvoir d'agir à l'enseignant, à l'éducateur, aux parents dans le milieu. Et c'est vraiment un ingrédient important parce que nous, on se retire. Nous, on n'est pas là au quotidien avec la personne. Mais le parent, l'éducateur, l'enseignant, lui, il est là. Donc, c'est important de lui donner les outils
pour qu'ils soient capables d'intervenir quand nous, on n'est pas là. Et c'est ce qui est visé par le programme. Finalement, ben, on va évaluer les effets et on va apporter des ajustements au programme si c'est nécessaire. Donc, vous vous rappelez, à l'étape 2, on va avoir choisi une méthode de collecte de données, puis on va voir, un coup qu'on commence à implanter le programme Prevent, Teach, Reinforce, c'est quoi l'effet sur le comportement problématique qu'on avait mesuré avant et qu'on mesure maintenant? Est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne suffisamment pour qu'on ait atteint notre objectif initial? Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut amener comme ajustement nécessaire pour faire en sorte que finalement le plan d'intervention fonctionne? Donc, on utilise les données, hein, vraiment le principe sous-jacent important du soutien au comportement positif pour prendre des décisions. Donc, maintenant, je vais vous montrer visuellement à quoi ressemble chacun des outils pour chacune des étapes. Donc, pour la formation de l'équipe, il existe un outil qui nous assure qu'on a vraiment interpellé toutes les personnes qui étaient intéressées à participer au programme d'intervention. Donc, c'est un outil plus procédural. Quand on arrive à établir les objectifs du Prevent, Teach, Reinforce, on a le formulaire 1 qui nous permet justement de regarder c'est quoi les comportements, tous les comportements qui sont à diminuer, lequel on a choisi et c'est quoi sa définition opérationnelle. Puis pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'on veut s'assurer que tout le monde a la même vision du comportement problématique. Des fois, on dit, bon, le comportement problématique, c'est de frapper. Mais pour une personne, frapper, c'est frapper la main nue, puis pour l'autre personne, c'est frapper avec un objet dans la main. Alors, on veut s'assurer qu'on a vraiment tout le monde la même compréhension du comportement problématique qui va être à diminuer. Ensuite, on fait la même chose pour les comportements à augmenter. Donc, c'est quoi les comportements à augmenter? Qu'est-ce qu'on aimerait que l'enfant apprenne? Ensuite, de tous ceux-là, lesquels on a choisi, et c'est quoi la définition opérationnelle? Ce qui est intéressant avec les outils, c'est qu'une fois qu'ils sont remplis, mais ils restent dans le milieu. Donc, la personne ou les personnes de l'équipe peuvent s'y référer. Quand on a fait ça, mais là, on s'en va choisir la méthode de collecte de données. Et le programme PTR, ou Prevent, Teach, Reinforce, propose 2 méthodes de collecte de données, soit la notation de fréquence, où on va, comme vous voyez ici, voir combien de fois la personne émet le comportement problématique dans un moment donné. L'autre option, c'est l'échelle de cotation du comportement, où là, dans le fond, on peut choisir d'autres façons d'évaluer le comportement problématique et on va regarder, par exemple, soit l'intensité ou le pourcentage d'occasion ou la force, la magnitude d'un comportement ou un pourcentage d'opportunité. Donc, il y a différents choix et ce qu'on fait, c'est qu'on a une colonne par jour ou par moment d'observation et on va choisir des points d'ancrage. Donc, 1 pourrait être une très bonne journée, puis 5 pourrait être la pire journée. Et on va aller encercler quand on va avoir ensuite détaillé c'est quoi chacun des ancrages. Et ça nous permet de relier les points par la suite et faire en sorte qu'on puisse voir la progression du comportement problématique. Ensuite, vient l'étape, je pense qui est peut-être la plus longue, mais aussi moi je trouve que c'est super intéressant puisque c'est là où on va évaluer, la fonction du comportement problématique. Donc, vous vous rappelez, on va évaluer autant les antécédents, le comportement que les conséquences, hein, donc les 3 composantes qu'on voit dans le nom du programme, Prevent, Teach et Reinforce. Et ici, vous avez un exemple des questionnaires qui peuvent être utilisés. Là, je vous ai mis les questionnaires pour le PTR-YC, donc pour les jeunes enfants. Il y en a un pour le Prevent, un pour le Teach et un pour le Reinforce. Puis, vous voyez, on pose des questions comme par exemple, est-ce qu'il y a des moments dans la journée
où le comportement problématique est le plus susceptible d'apparaître? Si oui, c'est quoi? Et là, on a par exemple le matin, l'après-midi, avant les repas, le soir, pendant les repas, pendant la sieste, après les repas ou lorsqu'on prépare les repas. Et ainsi de suite, on pose des questions, bon, quand il y a le plus de chances que le comportement apparaisse, quand il y a le moins de chances que le comportement apparaisse, et cetera, et cetera. Pour Teach, c'est là où on va voir les fonctions. Donc, on va poser des questions comme: est-ce que le comportement problématique semble être émis pour attirer l'attention des autres enfants? Si oui, de quels enfants en particulier? Et ensuite, on va poser des questions sur c'est quoi les comportements de remplacement qui seraient souhaités que la personne apprenne. Donc, par exemple, ici à la question 7, on a une question sur c'est quoi les habiletés sociales qu'on pourrait enseigner à l'enfant. Donc, par exemple, demander de l'attention de façon appropriée. Et finalement, on a le questionnaire pour les comportements, pour en fait la composante de renforcement, où on va poser des questions comme, par exemple, c'est quoi les conséquences où l'enfant, c'est quoi les conséquences qui arrivent quand l'enfant émet le comportement problématique? Ou alors on a, par exemple, des choix comme, on met l'enfant en time-out, on l'envoie dans une pièce tranquille, on le calme, on discute de ce qui est arrivé, et cetera, et cetera. On regarde aussi c'est quoi les éléments qui sont les plus, aimés de l'enfant, hein. Donc, c'est quoi les items, c'est quoi les activités que l'enfant aime le plus? Puis là, on voit, bon, jouer à un jeu, aider l'enseignant, avoir plus d'attention des adultes, et cetera. Ensuite, quand on a tout complété ça, mais on va remplir le formulaire qu'on voit ici, le formulaire 8. On va voir c'est quoi toutes les données en prévention, en enseignement et en renforcement, autant pour les comportements problématiques que les comportements désirables. Ça va nous permettre ensuite de sortir une hypothèse comportementale. Et cette hypothèse-là, ça nous sert dans le fond à avoir une phrase générale qui décrit bien le pattern qui survient le plus souvent. Donc, c'est dans cette hypothèse-là qu'on va voir, par exemple, quand tel ou tel événement survient, et là, on a vraiment les événements en antécédent, alors l'enfant fait ceci, alors là, on a le comportement problématique, et comme résultat, ben, l'enfant obtient l'objet désiré ou obtient l'attention de la personne désirée, par exemple. Ensuite, on se base sur cette hypothèse comportementale-là pour planifier le plan d'intervention. Alors là, on se dit, mais si dans nos données d'antécédents, on se rend compte que l'enfant il émet les comportements problématiques lors des tâches qu'il n'aime pas, mais à ce moment-là, on va essayer de rendre la tâche plus attrayante pour lui. Alors, en prévention, on pourrait, par exemple, lui donner des choix ou faire en sorte que on augmente le renforcement non contingent chez l'enfant ou qu'on modifie les conditions qui sont en lien avec l'activité. Donc, soit qu'on change le sujet, soit qu'on raccourcisse l'activité pour la rendre plus attrayante. Ensuite, on va voir comment on va enseigner le comportement de remplacement. Est-ce que c'est un comportement plus de stratégie de résolution de problèmes? Est-ce que c'est des habiletés sociales? Donc, on peut se référer à la liste là, que vous voyez dans la diapositive pour sélectionner c'est quoi les interventions qu'on veut utiliser. Et finalement, en renforcement, mais on va voir si on est en train d'utiliser un renforcement qui a la même fonction comportementale ou qui est incompatible physiquement. Est-ce qu'ensuite on arrête de renforcer le comportement problématique? Et on a plusieurs autres options aussi. Ce qui est intéressant, c'est que chacun des livres
vient avec une explication vraiment poussée de comment mettre en place chacune des interventions qui sont proposées dans ce tableau-là. Donc, c'est vraiment clé en main, hein. Puis moi, je suis vendue au programme, là, je pense que vous le voyez depuis le début que, c'est un programme que, j'aime beaucoup parce que, je l'ai appliqué et ça fonctionne dans les différents milieux. Puis on est plusieurs collègues, là, à l'avoir testé dans différents milieux aussi et ça fonctionne. Mais en plus, c'est que, justement, il est comme facile à utiliser. Hem Et on ne réinvente pas la roue, mais on explique les choses d'une façon claire et avec les outils qui sont, donnés, ben, on arrive justement à, implanter le programme de façon, hem, user friendly, si je peux utiliser le terme, à chaque fois qu'on l'utilise. Donc, une étape qui est très, très, très importante, toujours dans, l'étape 4, c'est l'étape où on va évaluer si les personnes qui mettent en place l'intervention le font de façon, appropriée. Donc, c'est ce qu'on appelle mesurer la fidélité d'implantation et ça, c'est, le facilitateur ou le coach ou l'expert en Preventive Reinforcement qui va faire cette évaluation-là et on va, en fait, détailler chacune des étapes du plan d'intervention, puis on va observer, en fait, la personne qui est censée mettre en place l'intervention, puis on va dire: «Est-ce que la personne a implanté l'étape telle qu'elle a été, planifiée? Si oui, est-ce que l'enfant a répondu tel qu'on pensait qu'il allait répondre? Et est-ce que la stratégie a été implantée aussi souvent que planifié?» Puis ça, c'est important parce que ça va nous permettre de dire: «OK, mais si on voit des changements au niveau du comportement de la personne, mais c'est à cause que ça a été bien implanté». Si jamais on voit qu'il y a des difficultés au niveau de l'implantation, mais ça va aussi nous donner des outils sur quoi améliorer pour qu'on voit des changements comportementaux plus tard. Donc, ce processus-là d'évaluation de la fidélité, c'est fait à chaque rencontre qui suit le début de l'intervention, hein. Donc, c'est monitoré tout le temps et ça contient toutes les étapes détaillées de chacune des stratégies. La L'animateur, comme je vous ai dit, va observer la personne qui implante, puis va coter si oui ou non l'étape a été implantée comme prévu. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de faire la rétroaction et aussi d'apporter des changements comportementaux à l'intervention si nécessaire. Encore une fois, les décisions qu'on prend sont basées sur des données. Et ça, c'est une étape qui est absolument cruciale. C'est pour ça que j'ai mis un signe de warning, là. C'est qu'en fait, on a beau avoir le plus beau plan d'intervention, s'il n'est pas mis en place de façon fidèle, tel que planifié, mais on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats, des bons résultats. Donc, la première chose à aller vérifier quand on voit qu'il y a des difficultés, c'est vraiment est-ce que ça a été implanté tel que planifié? Finalement, la cinquième étape, c'est l'étape où on va, regarder la progression des comportements. Donc là, vous voyez, on a une échelle d'évaluation du comportement où, on va regarder si, la cotation a changé un coup qu'on a introduit l'intervention et on voit là en rouge, c'est, le moment où l'intervention a été appliquée et on va se servir de ces données-là pour dire oui, le comportement s'est amélioré ou non, il ne s'est pas amélioré et j'ai besoin d'apporter des changements. Là, bon, j'ai ajouté, ça pourrait être utile de donner une nouvelle feuille de cotation à chaque semaine. C'est que, bon, vous le savez, on a toujours plein de papiers qui viennent de l'école si on est à la maison ou au CPE aussi, puis ça se pourrait être facile de perdre ces données-là. Mais comme c'est notre outil vraiment pour prendre des décisions, mais ça peut être intéressant de changer de feuille à chaque semaine. Donc, en terminant, je vais vous donner certaines recommandations ou faire,
apporter des remarques. On a parlé d'un processus d'intervention qui durait environ 3 mois. Comment ça se passe concrètement? C'est qu'on a des rencontres hebdomadaires qui durent entre 1 à 2 heures par semaine et l'horaire est toujours choisi selon la disponibilité de l'équipe école ou de la famille. Au début, les étapes là, de vraiment choisir le comportement problématique, les définir, choisir la méthode de collecte de données, faire l'évaluation fonctionnelle, le plan d'intervention, c'est des étapes qui durent quand même assez longtemps. Alors, on peut se rendre à des rencontres de 2 heures par semaine, mais après, quand on embarque dans l'intervention, on est vraiment plus dans des rencontres qui peuvent durer 20 minutes, 30 minutes. Ensuite, comme mentionné, ben, le programme a été conçu pour durer entre 2 et 4 mois, selon les problématiques abordées. Habituellement, si on n'arrive pas à un changement comportemental en 4 mois, c'est que il y a quelque chose dans le processus qui a été moins bien effectué. Et là, il faut revenir en arrière, soit refaire une évaluation fonctionnelle, soit vraiment s'assurer que le coaching est bon pour arriver à des changements comportementaux souhaités. Ensuite, ben, est-ce que c'est une approche miracle? Souvent, les milieux avec lesquels on travaille, on voit que le comportement problématique est présent depuis des mois, des années, puis on est un peu sceptique. Quand on met en place le programme d'intervention, on voit habituellement des changements dans les 2 premières semaines d'intervention, ce qui est assez rapide, hein, surtout quand ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'on est aux prises avec le comportement problématique. Et le premier réflexe des personnes, c'est souvent de dire: «Ah, mais ça doit être parce que, on est tombé sur une bonne journée». Puis on leur rappelle toujours que, mais non, c'est pas un miracle. On a fait en sorte vraiment de mettre en place des stratégies préventives et on a utilisé les meilleures pratiques pour intervenir. Tout ça, ça fait en sorte qu'on fait vivre des succès aussi aux personnes qui entourent l'enfant. On fait vivre des succès à l'enfant, mais aussi à tout son entourage. Puis c'est important de le présenter comme ça, de leur refléter que ce sont leurs efforts qui ont permis d'arriver à ces résultats-là. Ensuite, ben, c'est pas un miracle, non, parce qu'on a mis en place des interventions avec grande fidélité d'implantation, puis c'est pour ça que c'est important cette étape-là, puis qu'il faut pas la négliger. Ensuite, c'est très important de respecter les capacités de l'équipe. On a souvent un idéal d'intervention qui nous dit: «Ah, ben, dans le meilleur des mondes, il faudrait mettre telle intervention en place et sinon ça ne fonctionnera pas». Mais même si vous avez le meilleur plan d'intervention avec 10 stratégies d'intervention puis que l'équipe n'est pas capable de les mettre en place, mais vous ne trouverez aucun changement. Donc, c'est très important de respecter les capacités de l'équipe et de l'enfant aussi. Et toujours, c'est très important, même si on est en milieu scolaire, même si on est en milieu de garde, d'inclure et d'impliquer la famille, qui sont les experts de l'enfant ou de la personne qui émet des comportements problématiques. Donc, on peut se priver d'une mine incroyable d'informations quand on n'inclut pas les personnes de la famille, mais aussi en les incluant, on peut apporter des changements des fois dans le milieu familial aussi, si on est à l'école ou au CPE. Il y a peut-être des ressemblances avec les situations vécues à l'école ou au CPE. Puis c'est important, en fait, d'inclure euh, les familles pour qu'ils voient c'est quoi les changements qu'ils pourraient apporter à la maison. Sur ce, ben, ça fait le tour de ma présentation. Je vous remercie d'avoir assisté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez aussi aller voir le site du GRIS, qui est le groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales à l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Et finalement, vous avez aussi le lien de ma page pour l'université. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous et au plaisir à une prochaine fois.
de vous voir en personne. Merci.